Bonsoir. Merci d'être à ce rendez-vous pour passer en revue les principales informations de ce jour. Il y a 20 ans, une marée humaine envahissait le centre-ville de Beyrouth, réclamant le départ des troupes syriennes et la souveraineté du Liban. Le 14 mars 2005 reste une date clé dans l'histoire du pays, marquant la fin de près de 30 ans de présence syrienne et le début d'une nouvelle ère politique. Retour en images. 14 février 2005, une camionnette piégée en plein cœur de Beyrouth. La cible, Rafik Hariri, l'ancien Premier ministre qui avait démissionné de ses fonctions près de 4 mois plus tôt. En cause, des tensions avec le président Émile Lahoud et la Syrie de Bachar el-Assad. Le 25 août 2004, le président syrien avait ouvertement menacé Hariri en visite à Damas de détruire le Liban sur sa tête. Car dans les couloirs de l'ONU, une résolution se préparait, la 1559, adoptée par le Conseil de sécurité le 2 septembre 2004. Le texte exige le respect de la souveraineté et de l'indépendance politique du Liban, mais surtout le retrait de toutes les troupes étrangères et une élection présidentielle libre et équitable. Dans les rues de Beyrouth, on impute l'assassinat de Rafik Hariri au régime alaouite. La Syrie, elle, nie toute implication, tandis que le Hezbollah incrimine Israël. Fidélité à la Syrie, rejet de la 1559, le Hezbollah se livre à une démonstration de force à Beyrouth. Ce 8 mars 2005, ils sont plusieurs milliers de manifestants en place Riyad el-Sol à crier leur soutien au régime des Assad. Entre-temps, une révolution se prépare à quelques dizaines de mètres, place des Martyrs, où veillent depuis 3 semaines les jeunes de l'opposition. We would like to see at the end of April the Syrian soldiers, all of them. We don't want to see any single soldier inside Lebanon. À l'étranger, une nouvelle marée humaine déferle sur Beyrouth. L'opposition anti-syrienne a rassemblé 800 000 personnes, peut-être plus, pour répondre à la manifestation du Hezbollah. La révolution du Cèdre, du jamais vu dans l'histoire contemporaine du Liban. Ils sont venus en voiture, en bus, à vélo et même à pied pour participer au plus grand rassemblement que le pays ait jamais connu. Objectif, réclamer le retrait syrien total, la liberté, la souveraineté, l'indépendance et la vérité sur les circonstances de l'assassinat de Rafik Hariri. Il y a eu les discours enflammés des députés de l'opposition réclamant sans équivoque le départ des forces syriennes. Celui de Pierre Gemayel, député du Matton, assassiné le 21 novembre 2006. Mais aussi le fameux serment du PDG du quotidien Nahar, Gebran Touaini, lui aussi liquidé 9 mois plus tard. Les derniers soldats syriens quitteront le Liban le 26 avril 2005 après des manifestations massives dans le centre-ville de Beyrouth. Précurseur des printemps arabes, la révolution du Cèdre a offert au monde l'une des plus grandes manifestations pacifiques de ce début de millénaire. Mais à un prix, une série noire d'attentats ciblés contre les pourfendeurs du régime de Damas. Après 20 ans, que reste-t-il de l'esprit du 14 mars 2005 ?
et comment analyser cet anniversaire à la lumière des bouleversements actuels. Pour en parler, nous sommes allés à la rencontre de Faris Saïd, une figure clé du mouvement du 14 mars. Nous avons fondé avec le 14 mars 2005 l'esprit du Liban. Nous avons dit le Liban d'abord. Donc il y a des communautés qui étaient réticentes en 2005, pendant le 14 mars de 2005, ou avant le 14 mars 2005, à adhérer à l'esprit libanais, au récit libanais, au récit de la convivialité islamo-chrétienne, au récit que le Liban est un pays final pour tous les Libanais et que l'identité arabe du Liban n'était plus remise en cause. Et donc le 14 mars 2005 a réconcilié quelque part les chrétiens avec leur arabité et les musulmans avec leur libanité. Mais c'était une date fondatrice qui n'avait pas pu obtenir gain de cause dans le sens que nous n'avons pas pu créer un état de droit suite à cet événement fondateur. Et un des points faibles du 14 mars était le fait de simplifier les choses et de considérer que réduire une société 14-marxiste en 1, 2, 3 ou 4 parties pouvait aider à l'organisation du 14 mars, alors que cette réduction a créé une réduction de la société en partis, les partis en pouvoir, le pouvoir en élection, les élections en une seule personne dans chaque parti. Donc on ne peut pas éliminer la présence de 1,5 million de Libanais et considérer que les porte-paroles de ces 1,5 million de Libanais sont seulement les leaders communautaires à l'intérieur de chaque parti. Ça, c'était le point faible essentiel du 14 mars, c'était le point faible intrinsèque, parce qu'il y a eu des points faibles extrinsèques. On a conduit toute une guerre contre le 14 mars, on a tué les gens du 14 mars, on a tué des leaders d'opinion au sein du 14 mars, on a essayé d'anéantir la dynamique politique du 14 mars. Entre ces failles intrinsèques et l'agressivité et la férocité de la guerre extrinsèque menée contre le 14 mars, nous sommes arrivés le 7 mai 2008 à une abolition de la dynamique du 14 mars. Nous avons été sauvés quelque part avec le début de la révolution syrienne, puis là aussi, quand la révolution syrienne est rentrée dans une dynamique communautaire, nous avons perdu aussi une grande occasion en Syrie. Maintenant, nous sommes devant un grand carrefour. Nous sommes devant un paysage politique tout à fait différent. À Gaza, en Palestine, dans le monde arabe, en Syrie, la réduction de l'influence iranienne, la réduction aussi de ce qu'on appelle l'alliance des minorités face à la majorité sunnite. Donc nous sommes devant une grande occasion. Il faut créer une nouvelle classe politique qui puisse elle-même être le porte-étendard de cette nouvelle situation. Cette nouvelle situation doit porter comme récit politique une seule phrase, la constitution libanaise d'abord. Nous avons un contrat sociopolitique qui s'appelle les accords de Taïf. Nous avons un président de la République qui est reconnu par la communauté internationale. Nous avons un Premier ministre et un gouvernement reconnu par la communauté internationale. Et nous avons toutes les chances d'appliquer cette constitution en tant que ceinture de sécurité devant ce grand carrefour régional. Et une fois cette constitution appliquée, on découvrira quelles sont les failles de cette constitution et on pourra probablement introduire à la constitution des réformes qui pourraient être adaptées à l'heure actuelle du Liban et de la région. Pour la première fois depuis la création de l'État d'Israël en 1948, une délégation de Cheikh Druze de Syrie a traversé la ligne de cessez-le-feu sur le plateau du Golan pour un pèlerinage en Israël. Un moment fort en symbole et en émotion pour cette communauté dispersée entre plusieurs pays de la région. Ce matin, peu après 11h30, 3 bus blancs escortés par des véhicules militaires israéliens ont franchi la ligne de cessez-le-feu à Majd al-Shams, une ville située dans la partie du Golan occupée par Israël depuis la guerre des 6 jours en 1967. À bord de ces bus, plusieurs dizaines de cheikhs druzes de Syrie ont été accueillis par une centaine de membres de la communauté druze israélienne. La délégation s'est rendue dans le nord d'Israël, à Joulis, pour rencontrer le chef religieux des Druzes d'Israël, Cheikh Mouafak Tarif. À Tibériade, ils se sont recueillis au tombeau de Nabi Shouaib, le plus haut lieu saint druze en Israël.
Ce pèlerinage a suscité des critiques au sein de la communauté syrienne, certains considérant cette démarche comme une reconnaissance implicite de la souveraineté israélienne sur le plateau du Golan, annexé par Israël en 1981. Les innombrables menaces douanières de Donald Trump ont porté l'once d'or à dépasser la barre symbolique des 3 000 $. Depuis son retour au pouvoir en janvier dernier, le président américain a lancé toute une série d'offensives commerciales contre ses alliés comme ses concurrents, affirmant que les États-Unis sont injustement traités dans les échanges internationaux. Le prix de l'or augmente alors que les discussions sur les droits de douane réduisent l'appétit pour les risques et poussent les investisseurs vers le métal précieux considéré comme une valeur refuge, expliquent les analystes. En outre, l'Union européenne, la Chine et le Canada ont annoncé des mesures de rétorsion pour répondre aux droits de douane de 25% sur l'acier et l'aluminium imposés par le président américain et entrés en vigueur mercredi dernier. Et voici les principaux événements culturels de la semaine prochaine dans cette page de l'agenda culturel. Enfin, sur une note différente, la Lune a commencé à rougir à la faveur d'une éclipse totale, un spectacle céleste peu fréquent qui sera suivi 2 semaines plus tard par une éclipse partielle du Soleil. L'éclipse lunaire, la première de l'année, sera visible dans sa phase de totalité depuis le continent américain, une grande partie des océans Pacifique et Atlantique, ainsi qu'à l'extrême ouest de l'Europe et de l'Afrique. Ce phénomène se produit environ 2 fois par an, quand le Soleil, la Terre et la Lune sont parfaitement alignés, et que la Lune est dans sa phase pleine. L'astre glisse dans l'ombre de la Terre, qui fait alors écran aux rayons solaires et perd peu à peu son éclat blanc. Mais lors de ce phénomène, la Lune n'efface pas entièrement la lumière et prend une couleur rougeâtre. L'éclipse durera environ 6 heures, et sa phase de totalité un peu plus d'1 heure. Sur ce, nous terminons ce journal. Merci pour votre attention. Bonsoir.